L'Alpha de Yves Loubet, une berline de série. C'était hier. Bernard, vous nous commentez ces images, ça glisse beaucoup. Ça glisse beaucoup, il y a beaucoup de dérives au niveau de la voiture. C'est une traction avant, donc il est évident que ce sera moins spectaculaire que les gros engins que nous allons voir évoluer. Mais on voit très bien qu'il y a des différences de glisse incroyables. C'est très difficile au niveau du volant. Et puis les freinages, quand on va arriver dans la forêt, vont être extrêmement délicats. Parce que justement, on arrive sur de la glace totalement vive. Et il faut savoir maintenant que le règlement interdit les gros cloutages de compétition comme nous avions à un certain moment. Les clous sont pratiquement des clous de série. Il y a quelque chose comme 170 ou 180 clous par roue et c'est complètement insuffisant par rapport à la puissance actuelle des voitures, 4 roues motrices. Voilà le passage dans la forêt, ça sera un passage assez délicat car il y aura un changement de glisse. Oui, on arrive sur la glace vive et les caméras sont fantastiquement bien placées. Je pense qu'on pourra bénéficier au niveau visuel de tout ce qu'un pilote de rallye peut avoir comme difficulté pour maîtriser un tel engin. En plus, la route est complètement... on ne peut la découvrir qu'au travers des notes. Il y a beaucoup de virages cachés, donc on va voir vraiment du très très grand spectacle. Il y aura une anticipation au niveau des points de braquage et je pense qu'on va se régaler. Voilà la fin du circuit et tout de suite nous retrouvons sur la ligne de départ avec Timo Salonen, champion du monde en titre, Christian Vella. Oui, Christian, je suis aux côtés de Timo Salonen qui vient de boucler ses ceintures et qui paraît très concentré. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il va partir avec des pneus Michelin C3, c'est-à-dire des pneus cloutés à 160 clous à peu près, avec des gommes dures et des pneus très étroits. Je pense que c'est une indication pour Bernard Darniche qui pourra nous dire tout à l'heure si ça a été le bon choix sur cette spéciale qui a beaucoup fondu. Je viens de la faire en compagnie de Monsieur Boïry, le président de l'Automobile Club de Monaco. Et il y a des endroits où il n'y a pratiquement plus de neige. Non, mais Christian, je pense que là, le choix va être quand même relativement facile. Ils vont à peu près tous choisir le même type de pneus. Quoique les ouvreurs, maintenant, sont passés il y a 2 heures. Mais je pense que les informations ont dû circuler. Il y a certainement 200 ou 300 mètres de neige plus ou moins apparente. Mais après, ça va être vraiment de la glace et de la neige damée. On a vu à l'instant le coéquipier de Salonen, Arjan, qui était en train de programmer son Trickmaster, l'instrument qui lui permet de naviguer. Oui, et puis il a montré les premières notes à Timo Salonen qui a pris connaissance ainsi des premières vitesses. Je peux vous dire que le premier virage qu'ils auront à prendre se négociera à peu près à 100 à l'heure. Et Timo Salonen toujours très concentré, je n'ose pas intervenir. Non, c'est le départ dans 20 secondes, Christian. Oui. Le chronométreur avec ses doigts vient de le signaler au pilote. Donc je vous le rappelle, vous vivez actuellement en direct la première épreuve spéciale du rallye de Monte-Carlo. 3, 2, 1, c'est parti. Ça part vite avec une 4 roues motrices. Oui, vous voyez, on voit très bien que la neige n'a pas d'adhérence, c'est de la soupe en fait. Là, maintenant, il va retrouver de l'adhérence, plus il va monter, plus les pneus vont être efficaces. Mais au départ, c'était de la neige très instable et très difficile à conduire, où il y a des risques de sous-virage. C'est-à-dire sous-virage, l'auto ne veut pas tourner, elle part tout droit. Beaucoup de monde. Vous voyez, on voit que c'est très instable. Ce sont des voitures qui ont quand même 450 chevaux. Il faut le rappeler, c'est très difficile. Oui, en piste, Timo Salonen. Regardez la position de la voiture. Là, Timo Salonen se bat vraiment comme un fou. C'est très important au niveau d'un prologue de faire un temps pour la marque, pour la publicité. Dans l'absolu, ça n'a pas une réelle importance pour le classement, mais de toute façon, pour la marque, je pense que le pilote qui va faire le meilleur temps va être quand même au niveau publicitaire pour la marque payé de beaucoup de travail. Et on va attaquer la ligne droite. Là, ça va très très vite. On le voit d'ailleurs. Près de 200 km à l'heure. Timo Salonen conduit parfaitement bien, il ne perd pas de temps dans des travers infinis, regardez, c'est juste ce qu'il faut. C'est de la dérive, ce n'est pas du travers, c'est de la dérive. Il attaque, hein. La voiture est parfaitement efficace. Ça va très très vite. Il n'a pas a priori de problème pour transmettre la puissance, donc le choix de pneus est judicieux. Ça va faire un très bon temps. Mais vous voyez, les spectateurs ont brassé la neige et là c'est extrêmement difficile parce qu'elle est lourde, elle est en train de fondre et on a des problèmes sur les freinages dans des conditions comme ça. En fait, on disait 1 minute 15, ça sera plus long. Hein. Hier, on est monté en 2 minutes avec une berline de série. Mais la neige a évolué, elle est plus difficile qu'hier. Hier, elle était gelée, aujourd'hui, elle est très molle. 37,99, premier temps de référence. 1,37,99 pour Timo Salonen.
Et le deuxième à partir sera Walter Röhrl, alors que nous suivons le ralenti de Salonen. Christian, Walter Röhrl au départ qui a monté à l'avant des pneus tendres. C'est-à-dire pas tout à fait différent que celui de Timo Salonen. Je pense que Walter avait peur de sous-virer. C'est pour la raison pour laquelle il a monté les pneus tendres. Parce que la neige étant lourde, il a préféré assurer un train avant très efficace et très directionnel. Walter, c'est le roi du Monte-Carlo. 4 victoires dans les 6 dernières éditions. En piste, Walter Röhrl donc sur l'Audi Quattro numéro 2. Il a beaucoup plus de mal à maîtriser la puissance. Je pense qu'il aurait dû monter des pneus tendres partout. Il faudrait que Christian nous dise s'ils ont monté, et je pense que le pilote qui va avoir monté des pneus tendres partout a des chances de faire le meilleur temps quand même. Je ne comprends pas qu'ils aient monté des pneus durs et fait un mélange au niveau des gommes. Comment on fait son choix pour les pneumatiques Alors là bien ça, on s'en remet aux ouvreurs et puis avec les ingénieurs pneumatiques. Mais là, je pense qu'il valait le coup sur 2 km 600. Aucun risque pour dégrader les gommes tendres. Il fallait absolument monter des pneus tendres partout. On voit qu'il y a quand même une grande difficulté de pilotage pour ces pilotes. Il y a beaucoup de bagarres au niveau du volant et au niveau du freinage. Ça se ressent énormément. Ils ont énormément de difficultés. Comme on dit, je pense qu'en 2 km et demi, ils vont avoir eu le temps de mouiller la cagoule en haut. Parce qu'il y a quand même un enjeu important au niveau du temps La scratch. sortie du bois là, Ah, ça c'est fantastique. Il y a eu un... Regardez, oh là là, c'est vraiment... ça sera moins bien, hein. Ça sera moins bien que Salonen. Une 42,51. Il avait des problèmes au niveau du train arrière, hein, je pense. Et maintenant, Marcu Allen Christian. sur la nouvelle Lancia S4. J'ai posé la question à Marco Allen, il a fait le même choix que Walter Röhrl qui vient de partir, c'est-à-dire des tendres à l'avant et des durs à l'arrière. D'après Bernard, c'est pas le bon choix. Ah non, il fallait absolument monter tendre partout, surtout sur une distance très courte comme celle-ci. 2 km, il fallait, comme on dit en jargon de circuit, des pneus de qualification et de ne pas avoir peur de monter vraiment des pneus très performants au risque de les dégrader. Et sur 2 km 600, il y a très peu de chances de dégrader des pneus, surtout que la route est quasiment enneigée à 100%. Il y a quelques traces d'asphalte, mais c'est quand même insignifiant. Hein. En action, Marcu Allen, l'homme que Jean Todt aurait bien aimé avoir chez Peugeot. Marcou, c'est vraiment un très grand bonhomme et il a su maintenant adapter sa conduite fantastique sur la neige, il a su l'adapter sur l'asphalte et c'est vraiment un homme très efficace. Il est sorti bien là. Oh là là, c'est très vite hein, là aussi, c'est très spectaculaire. Mais on voit l'énorme difficulté que les pilotes ont à maîtriser les voitures. Il me semble que Röhrl Regardez. et Allen glissent moins que Salonen tout de même. Même en ligne droite, les voitures prennent des positions pas possibles. Regardez les mains sur le volant, regardez un peu la bagarre qui se passe dans cette voiture. Ça, de l'extérieur, même quand les caméras sont bien placées, il est très difficile de s'imaginer. Regardez, vous avez vu, on arrive, suivez le volant, regardez les mains. Et Regardez ce qui se passe. et regardez le coéquipier, il a le nez dans ses notes. La Christian, route est très glissante, hein, c'est fou. Oui, Jean-Michel. oui, c'est juste pour demander aux techniciens du son de monter peut-être un peu le son. Les voitures, pour nous, sont muettes pratiquement. Donc, autant il vaut mieux peut-être supprimer le micro de Oh là, Vela il a perdu un tout petit peu de temps là. Ah, il y a des changements d'adhérence pas possibles. au départ. C'est-à-dire qu'à certains moments, on arrive sur de la neige molle, et puis à d'autres moments, on arrive sur de la glace vive, et c'est Allen extrêmement 2, difficile donc à prévoir. Salonen 1 pour l'instant, Allen 2. Salonen va être très difficile à battre, hein, je pense. Il a fait une montée quasiment anti-spectaculaire, il n'y avait pas de travers, c'était simplement des dérives efficaces, et je pense que ça va être difficile à battre. Hein. Vient de partir, Kankkunen vient de partir, Christian. Le même choix de pneus, Même choix de pneus que Timo Salonen. je pense qu'ils sont dans le vrai. Je viens d'apprendre que Bruno Sabi a eu des problèmes de moteur et qu'il a été arrêté à Aix-les-Bains, mais il n'a pas été pénalisé. Hein. Oui, Ah, bah, c'est une bonne nouvelle, Il a hein. eu des Mais produits. c'est pas de chance Il pour continue Bruno. sans problème. Il continue sans problème, mais c'est pas de chance pour Bruno quand même, parce qu'on peut penser que... Sur le plan psychologique, déjà avoir des problèmes et arriver dans la première épreuve, ça va être dur à supporter. Juha Kankkunen, le Ça, numéro 2 c'en de est chez trop, oh là Peugeot. là, c'est beaucoup trop de... C'était beaucoup plus sobre ce que Timo faisait. Hein. Oui. Il a pas mal glissé tout de même, Ouais. Timo. Hein.
Mais là, ce sont carrément des traverses, ce ne sont plus, c'est pas ce qu'on appelle de la dérive. Hein. Pour ce garçon, c'est tout nouveau la 4 roues motrices. Lui, ouais. il vient des propulsions. Ah oui, c'est évident que c'est pas. Il va falloir qu'il se fasse la main, mais vous savez, c'est un garçon qui est bourré de classe et je pense pas qu'il ait de grandes difficultés d'adaptation à ce genre de voiture où on a la classe ou on ne l'a pas. Regardez, il vient bien chercher la corde, il anticipe bien. C'est un style différent. C'est purement le style des Finlandais. Là, il a été un peu, oh là là, oui, il a été un peu loin à la corde, mais c'est très très beau, hein, c'est fabuleux. Beau, hein. Et les caméras sont fantastiquement bien placées. Bravo Van der Gutt, bravo Gomila. Ah, quand même, s'il faut savoir reconnaître ce qui est. Voilà, toujours le travail du volant, vous le voyez, admirable. Les caméras sont un peu au-dessus, on voit parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de la voiture et on voit aussi. Ouais, il vient chercher la corde au bon moment. Oh là là, mais là, c'est un peu trop de travers, un peu trop de dérive. Je pense que Timo, quand même, avait un peu plus. Une 37. Oh, le même temps. Le même temps que Salonen. Fantastique. Ah, c'est formidable ça. Formidable. Avec un style totalement différent. Christian et Bernard, vous m'entendez? Tony Pond, l'anglais qui va prendre le départ au volant de la métro 6R4, a lui monté des pneus tendres à l'avant et à l'arrière. Je pense que ça, c'est un choix judicieux. Et c'est parti pour Tony Pond, l'anglais, avec la nouvelle petite MG Métro, le kart. Regardez, ça va être spectaculaire aussi. Le problème, c'est que ces pilotes découvrent pratiquement le rallye de Monte-Carlo. Mais enfin, vous savez, ce sont des pilotes professionnels et on doit s'adapter à tout. Mais c'est quand même une découverte pour eux. Donc sur un prologue, c'est très efficace. On voit que la voiture est parfaitement bien équilibrée. Vous avez vu la bataille du pilote? C'est fou, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans une voiture de course. Quand on pense qu'on arrive à entendre que c'est un sport assis et que ce n'est pas un sport difficile. Alors elle avait bien figuré au rack, elle avait terminé 3e et l'inconnu c'est justement de savoir ce qui va se passer un petit peu dans des conditions... Tony Pond est un pilote extrêmement spectaculaire. Fantastique à voir passer. C'est plus un jeune homme. Mais la voiture est très très efficace. On voit qu'elle est très bien équilibrée au niveau de la répartition des masses. Et puis cette petite pénalité qu'ils ont au niveau de la puissance, puisqu'elle ne fait que, entre guillemets, 400 chevaux ou 410 chevaux, sur un terrain extrêmement instable, inconstant et difficile à conduire, finalement n'est pas pénalisant et arrive peut-être à donner un certain avantage à la conduite. On voit que c'est quand même très efficace. Je ne serais pas étonné qu'il fasse un super temps. Ah oui, il était bien un temps intermédiaire. Ah ouais. Je ne serais pas étonné que ça fasse un super temps. On sent au niveau de l'image qu'il se bat moins avec la voiture. C'est plus propre. Voilà, là, il s'est un peu loupé. Ouais. Mais enfin, ça n'a pas été une grosse perte de temps. Vous voyez, il vient bien chercher la corde. Il anticipe bien aussi. Là, c'est plus des dérives que du travers quand même. C'est très efficace, hein, cette histoire-là. Voilà, une 39-59. Le meilleur temps. Non. Ça nous met 3e. Hein. Christian? C'est bien. Oui, je suis avec Nicolas, là, qui a fait le même choix que Walter Rohr, c'est-à-dire des pneus tendres à l'avant et des durs à l'arrière. Nicolas, qui est un des vieux de ce rallye, qui a 43 ans, et qui a fait 2e ici en 75, 2e en 82, et qui vient de rater. Il a j'ai vu la marche arrière au lieu de mettre sa première, ce qui lui a fait perdre quelques dixièmes de seconde très précieux. Hein, il n'y a pas loin d'une seconde. Hein. Oui, au moins. Ouais. Mais vous voyez, ça démontre la tension des pilotes parce que contrairement à ce qu'on veut bien le dire au départ, on dit le prologue, ma foi, 2 km, il ne peut pas se passer grand-chose, mais c'est quand même un enjeu important. Quand il y a la télévision en direct, on ne peut pas vouloir faire le meilleur temps scratch. Quand on est un professionnel, on se doit de le vouloir vis-à-vis de la marque qui vous emploie. Annie Nicolas, coéquipier de Walter Rohr sur le déquadron. Ah, c'est vite ça. Hein. Ouais, c'est propre. Ah là là, c'est très très propre ce qu'il fait à nous. Et de toute façon, vous savez, la route est en train de se nettoyer quand même. Hein. Alors ça avantagera ceux qui partiront je pense que derrière, maintenant, on peut assister à une surprise. Pas dans l'immédiat, mais la route se nettoie. Les trajectoires deviennent un petit peu plus claires. Et puis la glace qui était sous la neige fraîche, maintenant va se trouver arrachée. Donc le classement rapidement. Premier ex-aequo, Kankkunen et Salonen. 2e, Tony Pond. 3e, Marcus Allen. 4e, Walter Rohr. Toivonen, ça c'est quelque chose qu'il va falloir suivre de près. Hein. Ça sera le prochain pour l'instant, Annie Nicolas. C'est vraiment une épreuve où il y a tout. Il
il y a de la rapidité, du passage en grande courbe très rapide, il y a du relativement lent, il y a des freinages, c'est compliqué. Hein. Très, très compliqué. 1:38.06, ça le met ce garçon à la 3e place, si je ne me trompe. Toivonen au départ, Christian Vella. Oui, Henri Toivonen qui va partir et qui a mis des pneus tendres à l'avant et à l'arrière, des pneus très étroits donc pour la neige. Alors qu'on suit le ralenti là. Henri Toivonen qui essaiera de faire comme son père Poli qui a gagné ici il y a tout juste 20 ans au volant d'une Citroën DS21. Henri Toivonen sur la seconde Lancia 4 roues motrices Delta S4. Très très fin pilote aussi. Ah oui, oui, il a eu un accident qui l'a handicapé l'année dernière. Où il a eu une blessure de la colonne vertébrale très grave. Si les spectateurs commencent à envahir la piste, tant que c'est derrière, c'est pas un problème, c'est quand c'est devant, et malheureusement c'est souvent devant la voiture. Mais les gens quand même sont relativement en sécurité en haut des talus. Oh là là, c'est très très vite aussi ça. Mais c'est à la limite très difficile de juger d'un pilote à l'autre parce que en fait ce qui compte c'est le résultat chrono et peu importe le style. Hein. Il a l'air très... Mais beaucoup de difficultés en ligne droite, c'est fou. Le terrain est complètement instable, c'est de la soupe. Je vous garantis que les cagoules doivent être mouillées en arrivant en haut quand même. Ils ont énormément de mal à transmettre la puissance dans ces petits bouts de ligne droite. Ce sont quand même des engins qui font 450 chevaux avec des petits clous de tourisme, il faut bien le savoir. Il faut insister. Tout le monde pense que les rallyman, nous disposons de pneus spéciaux. Bien entendu, ce sont des pneus spéciaux, mais il n'y a que 160 en moyenne, 160, 170 pneus par roue. C'est complètement insuffisant pour ce genre d'instrument qui fait 450 chevaux. C'est d'ailleurs pour ça que l'avènement des 4 roues motrices a été quelque chose de fantastique, puisqu'il est évident que 4 roues qui transmettent la puissance sont beaucoup mieux que 2. Mais au niveau de la difficulté de pilotage, on multiplie par 2 la difficulté aussi. Henri Toivonen voilà. qui a fait le meilleur temps de cette première spéciale, alors que Bruno Sabi, on voit le ralenti de Toivonen, et le prochain ça sera Bruno Sabi, Christian Vella. Oui Christian, Bruno Sabi qui est très très concentré, très tendu, il semble très contrarié par les problèmes qu'il a connus dès le début de la course. Il a monté des pneus les mêmes que ceux de Timo Salonen, c'est-à-dire des pneus durs, des pneus à gomme dure. Ah oui. Voilà, Bruno Sabi a fait un départ fantastique, je ne sais pas si vous avez vu, pas de perte de temps, il n'a pas ciré, les roues n'ont pas meulé d'une façon exagérée et il est passé quasiment à fond sans avoir aucun déséquilibre dans la première courbe à gauche et je vous garantis que ça envoie vraiment. Alors donc Henri Toivonen et sa Lancia en tête devant les deux 205 Turbo 16 de Salonen et de Kankkunen, 3e Mikola avec son Audi, 4e Bond avec son Austin Metro. Je ne sais pas s'il faut dire Austin Metro, MG Metro. Moi je ne sais pas trop comment il faut la voiture anglaise, disons. Voilà, Bruno Sabi dans ses œuvres. On va arriver au temps intermédiaire, mais je pense que c'est pas mal hein, ça. Ça fait plaisir de voir un pilote français sur oui, Peugeot. Il n'y en a quand même pas beaucoup dans le rallye, alors il faut faire déguster nos... Oui, chez Peugeot, il y en a 2 maintenant avec Michel Mouton. Mais Bruno Sabi porte les couleurs de la France quand même, il faut le savoir. Et on espère qu'il va nous faire péter un truc là. Oui, le meilleur temps intermédiaire, vous l'avez vu. Ouais, c'est très très vite ce qu'il fait là. Il est très sobre, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est très très vite. Le temps à battre, 1:37.06. Le temps de Henri Toivonen. Là, c'est un peu piégeux cet endroit. Oui, mais la route se nettoie quand même pas mal. Ça va faire évoluer quand même les temps, je pense, dans l'ensemble. Enfin, les meilleurs sont passés maintenant. Oh oui, formidable, formidable. 1:36.36, meilleur temps pour Bruno Sabi. Et Bruno Sabi au ralenti. Formidable. Et Christian, au départ, Massimo Biazione qui vient d'intégrer l'équipe officielle Lancia après avoir couru pour le joli club est très tendu lui aussi. Il a fait le même choix que Marco Allen et Henri Toivonen, c'est-à-dire des pneus tendres lui et des pneus très étroits. Mais alors finalement, Christian, on voit un meilleur temps fait par un Français sur de la neige. S'il y avait plus de pilotes français au volant des voitures, peut-être qu'on assisterait à quelquefois des performances de pilotes français. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle la conversation d'hier soir. Ouais. Moi je suis très content. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un temps de Michel Mouton. Massimo Biazione au volant de la 3e Lancia.
Il avait l'air un peu anxieux hier soir dans l'émission Automoto au niveau de ses qualités de pilote sur la neige, mais moi je ne me fais pas de soucis pour lui. C'est un pilote qui est bourré de talent, qui est très jeune et qui a d'une façon progressive escaladé les marches au niveau du championnat du monde, et je pense qu'il sera au niveau international très rapidement dans les tout meilleurs, dans les 2 ou 3 meilleurs pilotes du monde. Le temps de référence 1:02:61, qui était le temps de Bruno Sabi à mi-parcours. Ah, c'est bon, hein. Oui, c'est bien, il est dans les bon temps. aussi, oui. Cela dit, vous aviez raison de le dire, la piste devient plus rapide. Hein. Ah, mais je pense, oui, c'est bien d'être un peu derrière. Vous savez, on le sait, maintenant, les courses sur la neige, où il y a beaucoup de neige, et puis, bien entendu, quand les traces se font, on bénéficie de cet état de fait dans les 10 ou 15 meilleurs numéros. Quelquefois, dans la neige très molle, difficile à conduire, le premier ou deuxième numéro 33. Est pénalisé. Hein. 36-36, 35-67. 35-67. Il n'y a pas besoin d'être scandinave. Hein. Le ralenti de Massimo Biazzone. Meilleur temps. Il n'y a pas besoin d'être scandinave pour faire des temps sur la neige finalement. Je suis très content. Hein. Un Italien, oui, c'est vraiment... Ah, comme on dit, si nous autres les Français... la prochaine à partir sera Michel Mouton, Christian Vellard. Oui, c'est Michel Mouton, effectivement. Qui, contrairement aux autres pilotes de chez Peugeot, a monté des pneus hyper tendres. C'est les pneus les plus tendres de l'équipe Peugeot. Elle est bien, et en plus, le problème, c'est qu'elle a une voiture qui est légèrement moins puissante que les autres. C'est une première évolution, et elle aura, dans cette espèce de soupe très difficile à conduire, peut-être un peu moins de difficulté, et elle peut nous faire un super temps. Ce serait fantastique de trouver Michel Mouton, Bruno Sabi et Biazione aux premières places. Bernard. Oui. Bernard Darniche. Oui. Oui, vous croyez pas, c'est le Lio à Paris, là, vous croyez pas qu'il y a un changement de revêtement, là, parce que tous les derniers, ils viennent de battre les temps. On en parlait justement à l'instant, Jean-Michel. Effectivement, la piste devient de plus en plus rapide. Et c'est important pour Michel Mouton de réussir là. Oui, c'est important. De toute façon, psychologiquement, quand d'entrée on réussit une bonne performance, on se sent libéré. Et puis, ma foi, on envisage après les autres épreuves avec beaucoup plus de sérénité. Le sport automobile, c'est quand même un sport où le moral et le psychique comptent énormément. Et quand on se sent stabilisé par vis-à-vis des autres, disons, un positionnement, on voit le ciel beaucoup plus bleu après pour le restant. Quand on se loupe d'entrée, on est mal, très très mal. On l'a vu hier dans Automoto. Elle est heureuse, Michel Mouton, d'avoir trouvé un bon volant. Hein. On a vu le temps intermédiaire, pas excellent, mais pas mauvais tout de même. Elle se bat, bon sang, vous avez vu un peu. Elle découvre la voiture, c'est sûr, et il faut faire son apprentissage. C'est différent, une Peugeot d'une Audi, c'est pas la même chose, c'est pas la même conduite, il faut se familiariser avec la voiture. Une 35-67, une 38-44 pour Michel Mouton. Et le ralenti de Michel Mouton, une 38-64 qui la met à la 5e place. Et Christian, vous m'entendez? Oui, Christian, Malcolm Wilson au départ qui a monté des C5, c'est-à-dire des pneus tendres, des pneus pour la neige. Et je ne sais, il a eu un départ difficile, là, il a dérapé dès le premier virage. Et je ne sais pas si pour lui ça a été le bon choix. Non, le problème c'est que maintenant il faut avoir une vision très pointue des choses. Il faut rester absolument dans les trajectoires parce que le fait de nettoyer la route, ça veut dire que cette neige qui est nettoyée à un certain moment va sur hors trajectoire. Et quand on met les roues hors trajectoire dans la soupe très molle, alors là on se loupe complètement et on perd énormément de temps parce que c'est de la neige brassée qui n'a aucune consistance. Et le pneu, le dessin n'arrive pas à trouver un élément suffisant pour mordre et donner son efficacité. Donc il est évident qu'il faut absolument rester dans les traces relativement sèches. Malcolm Wilson, la relève anglaise, la relève le jeune pilote anglais au volant de la MG Metro Turbo 4 roues motrices. Non, pas turbo, la seule atmosphérique. Non, c'est la seule, 6 cylindres atmosphériques. 6 cylindres atmosphériques, justement, la seule atmosphérique des 4 roues motrices. Ouais, là, on voit qu'il est un ton en dessous quand même, là, parce que le terrain étant un peu plus nettoyé. Meilleur temps, Massimo Biazzone, 1 minute 35 secondes 67 centièmes. Deuxième, Sabi. Troisième, Toivonen. Quatrième, 33e et quatrième,
troisième aussi ex aequo Cancunen, cinquième Pond, sixième Marcu Allen. Il fera pas mieux, hein. Non, non. Non, non, il est... Une 40-37, le même temps que Marcu Allen, Donc il faut admettre qu'il était un peu moins performant parce que le terrain étant beaucoup plus facile maintenant. C'est la première des deux routes. Oui, oui. Le ralenti. Malcolm Wilson. Un Espagnol de 38 ans, champion d'Espagne en titre, qui prend le départ avec une Lancia 037, une 2 roues motrices. Je ne pense pas que ce soit maintenant un avantage face à toutes les 4 roues motrices, hein, Bernard. Oh là là, il va avoir beaucoup de difficultés. Vous allez voir la différence au niveau du temps en haut. Ça va être, je pense, impressionnant. Ça peut être spectaculaire, mais quelquefois, quand c'est très spectaculaire, c'est pas vraiment efficace. Regardez, c'est très beau à voir, c'est sûr. Certainement pas mal de facilité au niveau du pilotage. C'est facile qu'une 4 roues. Ben oui, parce qu'elle est moins efficace et on est certain que c'est la voiture sur le terrain tel qu'il est là, elle va survirer, c'est-à-dire elle va se mettre en position de glisse arrière. Donc ça, on a un contrôle uniquement à faire au niveau de l'accélérateur et de la direction. Alors qu'avec une 4 roues motrices, il peut très bien y avoir un survirage, c'est-à-dire que la voiture à un certain moment ne veut pas tourner. Donc il faut combattre, se battre d'une façon différente entre le train avant et le train arrière. Donc on voit qu'il a du mal à s'extraire des virages là. Hein. Le problème, c'est qu'il y a un problème de... il n'arrive pas à vaincre la force centrifuge par la puissance de la voiture parce qu'il n'y a que 2 roues qui poussent derrière, c'est sûr. Mais vous voyez, c'est très propre, c'est très beau à voir. Mais alors, regardez le temps, c'est plus 10 secondes par rapport au temps intermédiaire. C'est bon, c'est une autre génération de voitures. Il n'y a rien à faire, elles sont complètement à côté du problème sur des terrains glissants. Par contre, sur un terrain avec une adhérence forte, si on trouve par exemple un moulinon très sec, vous verrez que c'est une auto qui peut faire un très bon temps. C'est très beau à voir, il n'y a pas de problème, c'est un balai. Mais on voit à l'œil nu que c'est beaucoup plus lent. Ah, c'est beau, il n'y a pas de problème, regardez, ça se passe sans douleur. Dur, hein. Côté chronomètre, Ah, ouais. côté chronomètre c'est dur. Hein. Ah oui, non, ça, c'est... On 50-67 là, c'est dur. on n'évolue pas sur la même planète. Hein. Regardez, superbe image. Ah oui, c'est très très beau. Hein. Mais c'est pas Oui. vite. Christian, Oui. Ingvar Carlsson qui vient de partir, un Suédois avec une Mazda 4 roues motrices, une voiture du groupe A. Même les voitures du groupe A maintenant se mettent aux 4 roues motrices. Et je vais essayer de faire dire un mot à Jean-Claude Andruet. Jean-Claude Andruet qui pilote ici pour la première fois la Citroën BX4TC. Jean-Claude, comment ça s'est passé ce parcours de concentration jusqu'ici? On a travaillé beaucoup parce qu'on est très en retard et j'avais pas pu essayer ma voiture au départ et donc il a fallu travailler pour faire de la mise au point un petit peu. Mais ça s'est pas mal passé, mais par contre tout à l'heure je pouvais plus mettre en route mon moteur ce matin et c'était moins bien. On a dit que vos moteurs 400 chevaux étaient très dégonflés pour la course ici. Non, c'est pas vrai, mais simplement que c'est le début de la mise au point et c'est tout à fait normal. Hein, Bon Jean-Claude, je vous laisse, bonne chance. Bon, Voilà, nous suivons Christian. Carlsson. Oui, Jean-Michel. Borizik, juste pour faire le point là. Premier Biatzeon, deuxième Sabi à 69 centièmes, troisième Lancia à 1,39 avec Toivonen, quatrième Salonen et Cancunen à 2,32, sixième Mikola à 2,39, septième Mouton à 2,77, huitième Pond à 3,92, neuvième Allen à 14,70, dixième Wilson à 4,70 pardon, et 11e Rorl à 6,84. Ah, vous êtes formidable, Jean-Michel. Gardez bien le classement, on vous rappellera. Alors vous voyez ce qui se passe. Une groupe A, c'est-à-dire une voiture à évolution minimale en fait. C'est une voiture presque de tourisme par rapport à ce qu'on vient de voir évoluer. Elle est devant une ancienne voiture qui a gagné le championnat du monde, la Lancia, une vraie groupe B, une vraie voiture de course. Vous voyez l'évolution au niveau des 4 roues motrices, ça se passe de commentaires. On a vraiment maintenant, comme en F1, une voiture d'une année sur l'autre et dans le coup et d'un seul coup Combien de est chevaux complètement dépassée par les Combien de événements. chevaux là maintenant? Oh, je ne sais pas, mais ce ne sont pas des voitures qui font de toute façon plus de 230 ou 240 chevaux. Hein. Mais par contre, 4 roues motrices, très efficaces. Voilà. Jean-Claude Andruet au départ. Jean-Claude Andruet, qu'il ne faut pas l'oublier, a gagné ici en 1973 avec une Alpine Renault, l'année où Alpine avait été champion du monde avant Peugeot. Il sera intéressant ici de voir la Citroën BX. Voilà, nous la suivons. Très très intéressé, Bernard. Mais oui, parce qu'en plus, le terrain étant beaucoup plus favorable maintenant, on pourrait peut-être assister à quelque chose de pas mal. Hein. La voiture est très grosse hein, quand même. On sent ça fait un drôle d'effet. Très longue, très grosse.
C'est-à-dire que dans ce genre d'épreuve relativement rapide, il ne sera peut-être pas trop pénalisé, mais à certains moments dans l'arrière-pays niçois, là où on va trouver des épingles et des enchaînements très hachés, je me demande comment ça va se passer. Jean-Claude Andruet, assis très bas, toujours. On le voit. Moins on voit la route, moins on voit le danger, hein, c'est bien connu. Et à côté de lui, Ça se passe pas si mal que ça. Vous avez vu la stabilité de la voiture en ligne droite. Alors, où ça vient de cette voiture qui n'est pas mal au niveau suspension, ou ça vient du terrain qui a beaucoup évolué. Mais on a vu tout à l'heure que les gens se battaient vraiment, les pilotes se battaient vraiment dans cette c'est pas mal, hein. petite C'est ligne pas mal, droite. temps intermédiaire, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est sûr. Ça. On voit que c'est quand même, c'est efficace, regardez. Elle est bien venue chercher la corde. Bonne surprise, hein. Ah oui, c'est une bonne surprise. C'est pas mal de voir des voitures françaises qui marchent avec des équipages français au volant. Bah, de toute façon, vous savez, rien n'est facile. Plus les voitures sont performantes et plus vraiment il faut beaucoup d'entraînement. Là, il s'est un peu loupé. Il a été dans la neige molle. Il a bien corrigé le tir. Il est venu chercher la corde assez rapidement. Vous savez, en fait, le pilotage, ce qu'il faut, c'est transformer la route en ligne droite. Donc, il faut élargir au maximum et puis venir chercher les cordes assez tard pour venir réaccélérer le plus tôt possible. Oui, et au départ, Achim Warmbold, le patron de l'équipe Mazda, qui a mis au point ces nouvelles voitures du groupe A, des voitures de la nouvelle génération où on voit apparaître des voitures bâties pour la course. Elles font 240 chevaux et elles pèsent 960 kg. Je pense que avec un moteur 16 soupapes, un turbo, ce sont de véritables voitures de course. Et la bataille dans le groupe A va être intéressante avec les Volkswagen, les Golf GTI, la nouvelle Alpha de Ballas. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Bernard, de cette bataille dans le groupe A? Moi, je pense que c'est l'avenir. C'est quand même plus raisonnable de voir évoluer des voitures qui sont quand même beaucoup plus ressemblantes aux voitures de série. Et puis, au niveau financier, au niveau de l'investissement pour l'industrie automobile en général, ce sera quand même moins cher. Et une belle bagarre en groupe A, vous savez, les qualités de pilote restent, les qualités des ingénieurs peuvent quand même intervenir, des techniciens, on peut démontrer la fiabilité des voitures, la performance au niveau des moteurs, des suspensions, etc. Et puis peut-être avec des sommes plus raisonnables. Je pense que il ne faut pas négliger le groupe A, bien au contraire, et le groupe A est en train de devenir quelque chose, une bagarre au sein de la compétition, une bagarre à part entière. Alors Andruet a réalisé le 8e au classement, meilleur temps réalisé, je vous le rappelle, par Massimo Biazzone. Et Andruet, lui, est en 8e à 5 secondes. C'est énorme, hein, Mais quand même. C'est beaucoup. Hein, oui. C'est énorme parce qu'il n'y a jamais que 2 km et demi. Hein, ça va faire des écarts énormes après dans les grandes épreuves. Alors finalement, il y a deux courses, il y a même plus que deux courses dans le rallye de Monte-Carlo. Il y a la course de groupe B, puis il y a aussi la course des groupes A, puis il y a aussi la course des groupes M. C'est ça, il ne faut pas négliger les classements parce qu'ils veulent tous dire quelque chose et les gens se battent de la même façon partout. Mais la Citroën, il va falloir beaucoup travailler quand même sur cette voiture. Voilà, et on peut peut-être passer sur la ligne de départ avec Christian Vella qui est avec Philippe Vanberg et la deuxième Citroën. Oui, c'était justement ce qu'était en train de me dire Philippe Vanberg. Ce n'est pas toujours très simple pour eux avec ces voitures qui font leur première apparition ici. Vanberg qui a monté des pneus à gomme tendre comme Jean-Claude Andruet et qui n'était pas très optimiste sur la ligne de départ. Mais peut-être que la course lui donnera tort, on l'espère pour lui. En Christian tout cas, oui, Jean-Michel. Oui, avec Bernard, déjà une petite leçon d'après ce que je vois au classement. Biazzone leader, Sabi deuxième à 69 centièmes, troisième Toivonen à 1,39, quatrième Salonen à 2,32. Ça veut dire bataille, le Monte-Carlo est bien lancé, bataille décisive déjà entre Lancia et Peugeot qui occupent les 5 premières places. Petite déception du côté des Audi puisque Nicolas est 6e, Error l'a complètement loupé, il ne faut pas oublier que c'est le favori quand même. Quant à Andruet, je vous confirme qu'il est actuellement 11e. Oui, Walter, je pense, a fait une boulette au niveau du choix des pneumatiques. Il a monté, on avait dû lui dire que c'était en train de fondre. Il a monté des pneumatiques trop durs à l'arrière pour préserver justement ses clous jusqu'en haut. Et la voiture était très déséquilibrée sur l'arrière et très inefficace. Donc il faut réserver un petit peu le jugement. Il faut attendre les autres épreuves. Mais enfin, ce qui est fait est fait. Et il faut voir le résultat de la première épreuve. Moi, ce que je vois surtout, c'est que les pilotes non scandinaves, par rapport au nombre de Scandinaves engagés, ont quand même fait parler la poudre. Moi, ça m'intéresse de voir ça.
Philippe Van Berg, le vainqueur du défi TF1 de l'année dernière, attaque beaucoup. Vous avez vu tout à l'heure cette superbe glissade. On la reverra tout à l'heure d'ailleurs au ralenti. Cela dit, c'est pas obligatoire que la grande glissade soit synonyme de... Non, je pense que là, il en fait un peu trop, hein, quand même. Il en fait un peu trop, oui. Il peut peut-être pas faire autre chose ici. Oui, peut-être qu'il se défend contre la voiture, qui est très difficile à conduire. 41, vous savez, ça, oui. on peut jamais juger. Et, Hein. oui, vous le voyez, une 41,68. Oh là là, non, c'est trop, là. Il va dans la neige absolument brassé, il perd un temps fou, là, c'est sûr. Alors qu'on voit que le milieu de la route est complètement sec maintenant. Christian. Manfred Hérault qui vient de prendre le départ. Manfred Hérault au volant d'une Opel Manta 400 du groupe B, une voiture de l'ancienne génération qui, avec Griff Frecklin, a remporté le championnat de France. Manfred Hérault est un Allemand qui a remporté chez lui plusieurs fois le titre en Allemagne. Et il sera intéressant de le voir ici avec une vieille voiture, si on peut dire. Alors là, il va y avoir du spectacle, Bernard, hein, je crois aussi. C'est sûr, et je pense qu'il faut aussi maintenant prendre en considération le fait qu'il faut faire un classement des 2 roues motrices. Bon, c'est une bagarre qui est ouverte entre les Lancia et puis l'Opel, jusqu'à maintenant 2 roues motrices. Et c'est une chose intéressante à voir, parce que bon, ce sont des très bons pilotes, mais qui ne peuvent pas se battre. Quand on a 2 roues motrices à disposition, on ne peut pas se battre contre des 4 roues motrices sur de la neige. Même avec un talent énorme, de toute façon, il y a des choses qui sont réelles, concrètes, et ce sont des lois dynamiques, en fait, physiques, et on ne peut pas aller contre. En piste, l'Allemand Manfred Hérault et son Opel Manta. Une propulsion traction arrière, je vous rappelle. La route a formidablement évolué depuis tout à l'heure, on le voit à la caméra. Il y a des traces complètement sèches maintenant. C'est avantage. C'est sûr. Plus de 60 000 spectateurs, nous sommes les gendarmes. Ils attendaient un maximum de 30 000 personnes. Inutile de vous dire que les embouteillages seraient quelque chose. Oui, mais en fait, vous savez, quand on aime, on compte pas. Hein. Vraiment, c'est un spectacle fantastique et il ne faut pas s'en priver. Et quand on veut voir les choses de près comme ça, vous savez, c'est quand même un avantage. Regardez, les spectateurs sont là, ils peuvent presque toucher les voitures. C'est pas sans arrêt qu'on peut approcher les voitures, les sportifs comme ça, enfin les pilotes, par rapport à la F1 où on les voit à 300 mètres. Oui, Del Zoppo au départ maintenant, Bernard et Christian. Del Zoppo avec les nouvelles Fiat Uno Turbo. Et Del Zoppo qui avait conduit l'année dernière une Turbo 16, une Peugeot. Son expérience n'a duré qu'un an. Il est intéressant de le voir dans ce combat du groupe A contre les Mazda, l'Alfa de Ballas, les Golf GTI, la R11 Turbo d'Alain Oreille aussi et l'Audi 90 Quattro de François Choche. Une précision, ces Uno Turbo, pardon, font 200 chevaux quand même. Elles font 200 chevaux et puis elles font partie avec le Joli Club d'une filière pour approcher les jeunes pilotes au plus haut niveau. Ce Joli Club travaille en direct avec toutes les écuries officielles et il forme les pilotes. Bettega, le malheureux pilote disparu encore l'année dernière, est passé par cette filière. Il a commencé à courir par le Joli Club, Biasion également. Et en Italie, il y a, je dirais presque un centre de formation des jeunes pilotes qui les amène au plus haut niveau maintenant. En France, il faudrait quand même arriver à se décider. On n'a plus pratiquement que des très grands pilotes en circuit. Bernard. Il y a des gens comme Loubet, comme Ballas, etc., qui demandent que ça maintenant, prendre des voitures d'usine, mais il faudrait les former petit à petit et les amener au plus haut niveau. Darniche. Oui, Oui, pour enchérir sur vos propos, je peux vous dire que le Joli Club, il est patronné avec l'argent du Toto Calcio en Italie. Et il faudrait donc que le Loto en France aide la formation des jeunes pilotes. Bien entendu, on est sans arrêt, on pleure sur notre propre sort, on dit il n'y a plus de pilotes, c'est toujours les mêmes, c'est toujours André, c'est toujours Darniche, c'est toujours machin, c'est toujours truc, mais on ne fait rien finalement. Il y en a, ils existent ces pilotes. Mais ils existent, mais on ne leur donne pas la chance d'être enfin au volant d'une voiture compétitive dans une écurie officielle. Je parlais avec Loubet tout à l'heure, il est malheureux comme un... Il est désolé, il n'a même pas de volant pour le rallye de Monte-Carlo, alors qu'il toute l'année il défend les couleurs d'Alfa Romeo et il pourrait très bien, avec le talent qu'il a, justement maintenant démontrer à tous les niveaux qu'il est capable de lutter contre les meilleurs. Biasion est en train de prouver, avec la formation logique, palier par palier, qu'il est au meilleur niveau du championnat du monde. Pourquoi pas faire la même chose en France? Et au départ, Franz Wittmann, un Autrichien, Golf GTI du groupe A, une voiture qui fait 190 chevaux. Mais Wittmann aura du mal à nous faire oublier les exploits de Kalle Grundel ici en 1984. Et puisque vous parliez de d'Yves Loubet, je l'ai ici à mes côtés, alors je peux lui demander un petit mot.
Yves, vous voyez des jeunes au sein de l'écurie du Joli Club participer au rallye Monte-Carlo et vous morfondez ici. Non, non, je ne me morfonds pas parce que malheureusement on n'a pas pu participer au rallye Monte-Carlo. C'était une question de programme qui était bien établie à l'avance. Non, je ne me morfonds pas, mais ça me fait très plaisir de voir qu'une écurie italienne cherche à préparer l'avenir qu'avec des pilotes français, ce qui n'est pas toujours le cas en France malheureusement. Et on peut le regretter, avec deux équipes officielles françaises, on aurait pu penser que des jeunes auraient pu avoir leur place aussi au rallye Monte-Carlo. Oui, c'est certain, mais peut-être que nous ne sommes pas assez nationalistes. Mais je crois que maintenant, les gens, la presse, les médias, tout le monde bouge et je crois que ça va se décompter. Mais de toute façon, on y arrivera, on se bat. Moi, je suis prêt à me battre. Je fais beaucoup de concessions, je fais beaucoup d'efforts pour y arriver. Je suis persuadé que j'y arriverai. Il ne faut pas être défaitiste ni pessimiste. On y arrivera. Ok, Yves, à vous, Christian. Oui, on espère tous que Yves Loubet, qui est un des tout bons, trouvera Oui, une et puis place vous dans savez, une équipe. il y a des jeunes comme Auriol, etc. Il y en a plein des jeunes français. Chatriot. Chatriot est quand même relativement privilégié. Il court quasiment officiellement pour la régie Renault, qui, je pense, devrait quand même se pencher un peu plus sur le problème des rallyes et prendre pour exemple la réussite de Peugeot et en tirer des conclusions. Il y a quand même beaucoup de choses à faire au niveau du rallye. C'est porteur, les gens adorent ça, on le voit, il y a 60 000 personnes et c'est quand même une discipline qui est en pointe. Et toutes les grandes industries automobiles devraient se lancer à corps perdu dans cette publicité parce que c'est de la publicité en définitive. Alors au niveau du classement, je crois qu'on peut donner le classement et a priori ça va pas changer. Hein, je crois Non, maintenant c'est fini, pour c'est les figé. pour les premiers, Biazon a fait le meilleur temps devant Sassi. Troisième, Toivonen. Quatrième ex aequo, Salonen et Kankunen. Cinquième, Anu Mikola. 6 moutons, alors que c'est Michel Rineri du Joli Club, justement, avec une Fiat Uno Turbo qui vient de partir. C'est tous la même filière. Christian, c'est Regnari avec une Uno Turbo qui est, il faut le préciser, championne d'Europe du groupe A des rallyes. La championne d'Europe en piste avec sa petite Fiat Uno Turbo. Traction avant. Là aussi, dans les conditions difficiles, dans les conditions d'adhérence précaires, on a du mal à s'extraire des virages. Ah, c'est fantastique, elle marche très bien. Lors du Grand Prix du défi TF1 RMC, dans une course parallèle, j'ai eu l'avantage de conduire cette petite voiture et c'est vraiment d'une très grande efficacité. Au niveau de la puissance et du compromis transmission à la route, c'est vraiment très agréable à conduire. Donc, vous savez, on n'est quand même pas à la traîne, on a des très bonnes voitures, on a la Golf GTI, on a la Visa GTI, on a quantité de fantastiques petites voitures qui sont très intéressantes et qui peuvent apprendre à des jeunes pilotes à vraiment tourner le volant dans le bon sens et à se former à l'école de la compétition automobile sur route. Il faudrait, en bref, ce qu'il faudrait, c'est qu'on trouve une filière comme Elf faisait pour le circuit, on trouve la même chose pour former des pilotes de rallye. Le problème est là, c'est que s'il n'y a pas une grande société qui se met dans la tête de prendre les choses, le problème par un bout et d'aller jusqu'à l'autre bout, on n'y arrivera jamais. Il suffit pas de les former, s'il n'y a pas de débouchés, ça sert à rien. Non, il faut des débouchés au niveau des industries. Quand même, la France est le pays de l'industrie automobile. Je pense qu'il y a ce qu'il faut. Hein. Oui, un Suédois qui vient de partir, c'est le deuxième pilote officiel de l'écurie Golf, des Golf GTI. Il découvre le Monte-Carlo, il a plutôt l'habitude de courir dans les rallyes scandinaves. Et là, Bertrand Ballas sur la ligne de départ, alors on peut peut-être lui demander un petit mot. Bertrand, comment se sont passées ses reconnaissances avec une nouvelle voiture? Les reconnaissances se sont bien passées. Sur le parcours, la neige était au rendez-vous. J'espère que ça sera le cas pour le rallye, car le tracteur est très agile sur la neige, sur le terrain glissant. Il nous faudrait beaucoup de neige pour être compétitif en groupe A. Il va y avoir une grosse bataille dans le groupe A entre votre voiture, les Golf et toutes les autres voitures que l'on vient de voir partir là, non? Tout à fait, le plateau est exceptionnel. Je pense que le groupe A est très ouvert. Notre Alpha 4x4 est donc très agile sur la neige. Si la neige est au rendez-vous, je pense qu'on pourra se mêler à la bagarre de tête. Sinon, sur le sec, on sera un peu plus handicapé par un manque de puissance, mais un Monte-Carlo sur la neige, ça serait parfait. Christian, il faut dire à Ballas que les meilleurs temps n'ont pas été faits par des grands blonds, mais par des petits bruns cette fois-ci. Oui, ça vous donnera peut-être du courage. Les meilleurs temps ont été faits non pas par des pilotes finlandais, des pilotes scandinaves, comme on pouvait le penser jusque-là, mais par des Italiens et des gens du sud de l'Europe.
Oui, c'est sûr. De toute façon, la neige, c'est aussi mon terrain, donc j'espère que je serai dans le coup sur ce terrain-là. J'espère aussi que les spectateurs seront raisonnables parce qu'il y en a beaucoup sur le parcours, compte tenu que le plateau est exceptionnel. Et j'espère qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Bien, Bertrand, je vous laisse. Bertrand Ballas qui va partir avec son Alfa Romeo dans quelques secondes, alors que Ericsson et sa Golf GTI Groupe A terminent le parcours 1:41,27. C'est un bon temps. Oui, c'est un bon temps. Alors, regardez les mains au niveau du volant, c'est vraiment... C'est un pilote très très net. C'est très beau ce qu'il fait, c'est très très beau. Départ de Ballas. Bertrand Ballas vient de partir et lui a monté des pneus à gomme dure. C'est pas très très bon ça, hein, Bernard? Oui, mais vous savez, la route a complètement évolué. Regardez, on voit très très bien maintenant l'asphalte. Et s'il a l'œil bien pointu, il pourra peut-être faire une montée complètement sur les traces déjà bien nettoyées. Et on l'a vu d'ailleurs, il est passé la courbe complètement à fond, sans aucun déséquilibre. Et il va faire un très bon temps. J'en ai le sentiment. Ah, alors c'est dernier, je le dis. Par rapport à sa voiture, c'est une Groupe A, hein, entendons-nous bien. Ce n'est pas une voiture dite de course, c'est une voiture dérivée du tourisme. Et en fait, c'est ça la vraie publicité pour les constructeurs, c'est démontrer que les voitures vendues à Monsieur Tout-le-Monde sont capables de faire de la compétition. Là, vous amenez de l'eau au président Ballas. Complètement, mais moi j'essaie de voir les choses d'une façon objective et logique. Hein. Enfin, j'essaie, hein, ça n'engage que moi quand même. La ligne droite, le freinage là, on l'a vu, il n'a qu'un stop. Ouais. Il freine avec le pied droit ou le pied gauche? Avec tous les gendarmes qu'il y a, il est mal. Moi, je pense qu'il freine normalement avec le pied droit. Il est sorti un peu large dans la neige molle, mais enfin il a quand même gardé 2 roues motrices avant sur le dur. C'est bien de la souple. Hein. Ça va vite, hein. Très incisif. Rapide dans les... Vous savez, il habite dans le coin, hein, c'est un Grenoblois et jusqu'à preuve du contraire, c'est quelqu'un qui sur la neige sait tourner le volant dans le bon sens. Regardez ça un peu comment ça joli, hein. C'est joli. Hein. Entre guillemets, ça en mange. Ça en mange vraiment. C'est encore la preuve que bon, on a des bons. Même sur la neige qui a priori n'est pas au dire de beaucoup notre élément. Moi je dis que c'est complètement faux parce que vous savez c'est un problème d'entraînement. Très joli les mains, oui. Qui est-ce qui vient de partir? C'est Bernard. C'est Alessandro Fiorio, le fils de Cesare Fiorio. Le fils du grand patron du Silencia de la compétition, qui a plusieurs titres de champion du monde à son actif. Un homme fantastique. Et ce qui prouve bien, Bernard et Christian, qu'en Italie, on prépare bien l'avenir. Hein. Alessandro Fiorio a 20 ans à peine et il est aux portes de l'équipe Lancia. On peut penser, si ça marche bien, au volant des Uno Turbo. Ben, il faut l'espérer. Puis vous voyez, son père n'a pas fait de concession. Hein. C'est un garçon qui a fait le challenge Auto Bianchi, je crois, ou le challenge Uno, je ne sais pas. Enfin, une formule de promotion. Et il en est sorti vainqueur. Et il a une voiture. Mais il n'y a pas de passe droit. Il faut se sortir les tripes. Et puis, c'est le meilleur qui a la voiture. Même, c'est sûr, il est avantagé parce qu'il s'appelle Fiorio. Oh, il va bien tout de même, regardez. C'est sûr. Mais de toute façon, c'est un bon. Il faut savoir que toute la famille, je pense, c'est lui ou son frère, je crois, était dans l'équipe B de ski en Italie. Hein. Il faut savoir que c'est une famille de sportifs et Cesare s'engage totalement sa famille et lui-même dans le sport à tout niveau. Vous savez, si en Italie il y a autant de champions du monde et autant de sportifs qui réussissent, c'est sûrement pas un hasard. Surtout que le ski et l'auto, il y a beaucoup de points communs. Oui, voilà. Sortie du petit bois, du fils Fiorio avec son Uno Turbo. Et derrière, nous verrons sur une voiture française Groupe A, une Renault 11, Alain Oreille, Christian Vella. Oui, Alain Oreille sur la ligne de départ. Alain Oreille qui paraît très très décontracté. Il pilote ici une Eros Turbo du Groupe A de 180 chevaux et si le terrain est mixte, comme on peut le penser jusque-là, puisqu'il ne neige pas, on ne nous annonce pas de neige, je pense que Alain Oreille peut gagner le Groupe A. Il en a les moyens, il en a le talent et la voiture va bien. On va le voir ici au départ, il a monté des pneus tendres. Et voilà, c'est parti pour Alain Oreille. Ah,
c'est dur de démarrer là. Hein. Mais lui, Alain, fait partie des jeunes bourrés de talent qui ne demandent qu'à s'exprimer au volant des voitures plus performantes. Et je vous garantis, pour l'avoir suivi en championnat de France des rallyes depuis 2 ou 3 ans maintenant, je vous garantis que c'est un garçon qui a beaucoup de mérite, qui a beaucoup de talent et qui attend vraiment la voiture qui pourrait lui permettre de s'exprimer d'une façon beaucoup plus totale. Ça a été difficile le démarrage, hein. Une traction avant comme ça. Dans la voiture, ça doit être horrible. On a l'impression que ça dure des heures. Hein. C'est sûr, mais vous savez, bon, bah, c'est la loi des 2 et des 4 roues motrices, on ne peut rien y faire maintenant. Mais de toute façon, il y a des épreuves qui ne sont pas enneigées comme le Moulinon où la 2 roues motrices ne sera pas handicapée, bien au contraire, qui peut même bénéficier de certains avantages très à tendu certains les moments. Trajectoires là. Oui, c'est très pointu. Mais vous savez, il y a quand même l'école de pilotage du rallye français qui veut que les trajectoires soient très tendues. Le pilotage se rapproche du pilotage de circuit. On va chercher les trajectoires d'une façon beaucoup plus rectiligne. Il y a moins de travers. Et disons que c'est un peu le fait que nous évoluons complètement sur l'asphalte et dans des conditions d'adhérence maximum. Bon, on n'a pas anticipé de la même façon, mais c'est une conduite moins spectaculaire, mais très efficace aussi. Malgré tout, ça va pas très vite. Hein. On l'a vu Mais intermédiaire. on ne peut pas comparer les choses d'une façon réelle parce que c'est une voiture qui est différente par rapport aux autres, hein, quand même. Mais je peux vous dire, en connaissance de cause, que c'est un pilote qui a beaucoup de talent, vraiment. C'est la voiture que conduira Jean Ragnotti quand il conduira. Hein. C'est ça, oui. Non, lui et Jean Ragnotti, c'est le groupe A, ça. Hein, oui, c'est ça, oui. Le groupe A, oui. Il conduira. C'est ça. Ça prouve que Renault, je pense, fait le bon choix. Il veut démontrer les capacités d'une voiture de tourisme et c'est une bonne chose. Quelqu'un de très connu au départ, là, Christian Vella. D'une Opel Manta préparée par Conrero, Ciné que l'on voit souvent dans les rallyes du championnat d'Europe ou de championnat du monde. Même on le voit au Portugal, il voyage beaucoup, il est très populaire. C'est un amateur et il se donne à fond pour le sport qu'il aime. Vous allez le voir, cela va être très joli. Il va nous faire le spectacle. Regardez, un pur amateur dans ses œuvres avec une propulsion arrière. Elle est belle l'auto. Ouais, c'est une belle voiture. Et puis, vous voyez, bon, bah, c'est une voiture qui ne coûte pas une fortune et qui est fiable et qui lui permet de faire des très bonnes choses. C'est un garçon qui est toujours bien placé, qui se sort bien de beaucoup de situations, qui va aussi bien faire des courses en Afrique qu'en Europe. Et bon, bah, c'est sûr, c'est un privilégié parce que courir à ce niveau-là avec une voiture, ça demande quand même certains moyens. Mais bon, les choses étant ce qu'elles sont. Bernard ? Oui. Bon, je vais vous demander d'aller jusqu'au bout avec l'Opel, en regrettant que Fréclin ne soit pas là, tiens justement. Mais ensuite, nous allons faire une petite opération qui consiste à parler chevaux et n'oubliez pas que nous vous rejoindrons après le tiercé pour faire le point définitif. Ok. Pas de problème, Jean-Michel. C'est-à-dire qu'après l'arrivée de cette voiture, je vais vous demander l'antenne ici. Voilà, donc nous suivons dans les dernières centaines de mètres Chin et son Opel Manta, 2 roues motrices. Hein. Il se bat, hein. Oui. Il se bagarre. Oh là là, le tête à queue. Voilà. Tête à queue. Il va falloir en faire un autre dans l'autre sens. Il en faisait un peu trop et puis finalement, bon, bah, vous savez, il y a un point de rupture à ne pas dépasser et puis bon, bah, c'est en marche arrière. Hein. Alors là, bien sûr, c'est la punition. Il va perdre beaucoup de temps. Enfin, le principal, c'est de s'amuser. Puis, vous voyez, on voit que ce n'est pas dangereux. Hein. Les gens sont partent rapidement derrière. Hein. Bien. Christian. À vous. Donc, actuellement est en piste la Renault 5 Turbo des Français Marfin et Guérinel, une voiture du groupe A. Vous l'avez dit, 7e pente. La surprise vient de la contre-performance de Walter Rorl sur son Audi qui est à 6 secondes 51 centièmes de Massimo Bianzone qui avait réalisé une 35,67. On peut en tirer 2-3 conclusions. Bernard, bonne performance et pas uniquement des Finlandais. Non, il y a deux
enfin surtout un très jeune pilote qui est Massimiliano Biasion, un pilote italien qui démontre son immense talent. C'est fantastique parce que si on se rappelle de l'émission Automoto, il était complètement... il ne savait pas du tout s'il marcherait sur la neige et c'est une heureuse surprise pour lui, il le découvre lui-même. Excellente deuxième place, seconde place de Bruno Sabi. Oui, qui s'est libéré finalement. Peut-être que l'incident qu'il a eu lui a donné dans la tête d'autres soucis que de penser à ses performances et ça l'a complètement débloqué et il a très bien conduit, il a fait une superbe performance. Et puis une 6e place pour Michel Mouton, ce qui nous fait plaisir. Une 10e pour Andruet avec sa Citroën, ce qui est très très bien. Et la 12e pour la deuxième Citroën de Vanberg, vainqueur du... Ce qu'il faut voir, c'est que la première groupe A accroche les meilleurs groupes B quand même, à la 11e place. Ericsson. C'est un enseignement, Ericsson qui a fait une superbe performance. Christian À seulement 5 secondes de Biazon. Oui, Jean-Michel. Bon, ben, je vous laisse. Merci messieurs. Bravo pour cette merveilleuse spéciale. Et je vous laisse préparer le sujet pour ce soir, Sport Dimanche.